Chers candidats, chers jurés, chers spectateurs, nous sommes honorés que vous soyez avec nous aujourd'hui pour assister à la demi-finale de la 11e édition du concours d'éloquence Hermès. Depuis plusieurs années, ce concours offre aux étudiants de l'Université de Tours une opportunité unique de maîtriser l'art oratoire. Au-delà d'un simple exercice, il leur permet de développer des compétences essentielles, tant sur le plan personnel que professionnel, et de partager leurs idées avec éloquence, conviction et sensibilité. En effet, l'éloquence s'intègre dans le quotidien de chacun et se manifeste à travers un style unique, propre à chaque individu, qui reflète sa personnalité et son authenticité. Cette année, le thème du concours est « Est-ce que t'as la ref ?» Il invite les candidats à s'exprimer sur des répliques cultes, des chansons emblématiques ou des expressions populaires. Nos demi-finalistes ont brillamment relevé le défi lors de la première manche et nous pouvons les féliciter chaleureusement pour leur prestation. Pour cette demi-finale, les candidats s'affronteront en duel sur un même sujet, chacun défendant une perspective opposée. Seul celui qui saura se montrer le plus convaincant remportera sa place en finale. Afin de prêter une oreille attentive à leur prestation, nous avons la chance d'accueillir un jury d'exception qui a généreusement accepté de se joindre à nous aujourd'hui. On m'a dit que j'étais ridicule. Et je les ai crus. Alors, j'ai baissé les yeux, j'ai ravalé mes mots, j'ai arrêté de lever la main aussi souvent et de poser des questions. Mais un jour j'ai compris. J'ai compris que le ridicule, ce n'était pas moi, mais le regard qu'on avait sur moi. Aujourd'hui, je me tiens debout devant vous, en costume inadéquat pour une telle présentation. C'est ça le ridicule. Oser réaliser nos idées, oser s'exprimer sans filet de sécurité, oser y aller à fond. Sur un malentendu, ça peut marcher. Le ridicule ne vous tue pas, il vous fait vous sentir vivant. Pour Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, la honte naît du regard d'autrui. C'est parce que nous nous savons vus et jugés par les autres que nous pouvons ressentir de la honte, et donc du ridicule. Si l'homme est un animal social, alors le ridicule est son instrument pour rester en vie. Ce sentiment, parfois désagréable, est simplement là pour vous rappeler que vous êtes ici, présent et entouré. D'ailleurs, comment définir ce ridicule ? Le ridicule est subjectif, une perception variable d'un individu à l'autre. Selon notre vécu, nos expériences, nos émotions, le ridicule ne sera pas perçu de la même façon. Est-ce que l'un considérera honteux, pour l'autre sera un formidable geste audacieux. Il n'existe pas de ridicule universel et on se retrouve alors tous inégaux sur l'échelle de la tolérance au ridicule. Nos seuils d'acceptation varient, tout comme nos réactions face à lui. Certains se vexent immédiatement et lourdement, comme Donald Trump. D'autres en jouent et s'en vantent, comme Donald Trump. Certains en rient même, à cœur ouvert, comme Donald Trump. D'autres se laissent envahir par la honte et en pleurent. Pas comme Donald Trump. Ainsi, en définir les contours, les frontières et les limites, les détours me semblent bien trop complexes. L'impossible définition du ridicule, car il se construit dans les yeux de chacun. Pour l'un, il est partout, tandis que pour l'autre, il ne représente rien. Libre à vous dès lors de le prendre en considération, ou pas. Mais pour moi, il n'existe pas. Ce sentiment dont on a peur et à cause duquel on n'ose pas est une construction montée de toutes pièces par ceux qui veulent imposer leur choix. Une sensation qui, au lieu d'être une vérité universelle, devient un outil pour opprimer, juger et faire taire ceux qui osent sortir du cadre. On m'a dit que j'étais ridicule, parce que j'étais une jeune femme et que j'osais. Alors j'ai ralenti le débit et j'ai baissé la voix. Parce que dire les choses comme je le voudrais, c'est trop brutal, c'est trop déplacé. Que de m'exprimer comme j'en ressens le besoin, c'est bien trop mauvais et que je vais simplement me ridiculiser. Alors on fait quoi ? On s'efface, on se conforme, on courbe l'échine et on devient des ombres parfaitement immobiles et parfaitement semblables.
Et puis un jour, j'ai compris. J'ai compris que le ridicule n'est qu'un piège. Un piège pour faire taire celles et ceux qui dérangent. Un piège pour enfermer, pour normaliser, pour uniformiser. Parce que si vous riez de moi, alors vous ne m'écoutez plus. Si vous me jugez sur mes gestes, sur ma tenue, vous n'écoutez même plus mes mots. C'est comme pratique, n'est-ce pas? On ne tue pas ce qu'on ne veut pas écouter. On en rit, on méprise, on fait semblant qu'il n'existe pas, parce que rien n'est plus puissant que de rendre l'autre insignifiant. Le ridicule n'existe pas. C'est un simple mirage destiné à nous manipuler, une réponse trop facile à la réussite et à la grandeur. Un geste rageur face à une adversité davantage à la hauteur. On a pris au ridicule dans la difficulté et en accuser l'autre, c'est déjà admettre sa défaite. Comme une tenaille, le ridicule nous prend en étau. Entre envie d'agir et peur du jugement, on se retrouve alors bloqué. On finit par enfiler des costumes déjà trop portés. On croit s'exprimer, mais on ne fait que répéter. Et pourtant, la norme n'est qu'une illusion rassurante dans le champ infini des possibilités. Mais mesdames et messieurs, imaginez-vous le ridicule comme un rempart impénétrable? Si tel est le cas, alors détrompez-vous. Le ridicule n'est qu'un obstacle parmi les autres. Une barrière parfaitement surmontable. Alors osons faire ce petit saut nécessaire pour être passionnant. Osons nous défaire de cette image tronquée et dégradante, faire de ce pas de côté pour devenir finalement intéressant. La liberté et la fierté doivent être votre phare dans la nuit noire, votre propre carotte au bout du bâton. Une fois le piège identifié, il devient alors facile de l'éviter. Prenez simplement votre amour-propre, entourez-le d'une protection solide et préparez-vous à sauter. Osez franchir les portes du ridicule avec audace et vous en serez largement récompensé. Imaginez un instant, vous marchez dans la rue, devant vous une femme, un manteau rouge, des bottes noires. À côté, un homme pressé, vêtu de noir, de bleu marine et de blanc. Tout est droit, tout est semblable, tout est terriblement banal. Et soudain, un éclat. Un vieil homme apparaît, guiré, grand, dansant, il avance, sifflotant. Son grand manteau jaune canari capte la lumière. Sa démarche cadencée brise le rythme morne de la rue. Un jour, j'ai décidé de contourner ce piège. Cette supercherie destinée à nous asservir, j'allais moi-même me l'approprier et m'en servir. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être ridicule, en pleine conscience, de l'être totalement, délibérément et fièrement. J'ai mis un costume et je suis montée sur scène. Car le ridicule ne tue pas et n'a jamais tué personne. Au contraire, je dirais qu'une fois intégré, il sublime ceux qui osent le provoquer. Je m'adresse aujourd'hui à vous, mesdames. Peu importe ce que l'on raconte, que l'on vous traite ou que l'on vous réduit, vous n'êtes pas qu'un corps, qu'une tenue, qu'une mimique. Votre voix vous sied à merveille et votre coiffure est magnifique. Mais vous êtes bien plus que seulement votre sexe ou juste votre physique. Allez-y, osez enfin faire ce qu'il vous plaît. Assumez qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous accomplissez. Faites des envieux et brillez. Démarquez-vous et rayonnez. Illuminez la pièce par de grands mots et débarrassez-vous de ce costume silencieux trop pétriqué. Sentez cette liberté qui vous réchauffe. Et utilisez ce que les petits esprits appellent ridicule pour vous descendre, pour vous rabaisser. Utilisez-le au contraire pour vous sublimer. Car oui, on a trouvé ridicule Marie Curie, cette scientifique qui reçut après de nombreuses critiques sexistes 2 prix Nobel. On a trouvé ridicule Catherine Sweeter, qui courut un marathon, défiant les hommes et les normes établies et permettant aux femmes de concourir également. On a ridiculisé Margaret Thatcher, qu'on appelait moqueusement la dame de fer, la ménagère qui voulait diriger un pays et qui pourtant transforma la politique. On a trouvé ridicule Malala Yousafzai, cette jeune fille engagée qui lutta pour l'éducation des jeunes filles au Pakistan avant de recevoir le prix Nobel de la paix. On a trouvé ridicule Olympe de Gouges, cette féministe audacieuse qui réclama l'égalité et qui, même après avoir été guillotinée, a laissé derrière elle un héritage intemporel. Toutes ces femmes, malgré avoir été moquées, tournées en ridicule et décrédibilisées, n'ont pas cédé face aux pressions extérieures. Elles ont tenu bon et elles ont changé le monde. On m'a dit que j'étais ridicule et je les ai crues. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus être de ceux qui restent de marbre, qui restent sans voix.
Je ne veux plus être de celles qui subissent les remarques sans un renvoi. Je veux élever ma voix contre cette domination trompeuse du ridicule. Ne craignons plus cette illusion et tournons-la à notre avantage. Le ridicule n'est rien d'autre que ce qui effraie les gens trop complexés, trop bloqués dans la normalité. C'est un véritable levier de la force de l'original contre les esprits trop resserrés. La réponse des gens vivants qui préfèrent illuminer leur journée alors que la critique du ridicule n'est que le cri de détresse par peur d'être remplacé, souvent celui des hommes. Toutes ces femmes, moquées, qui ont tant réussi, en sont bien définitivement la preuve. Rappelez-vous de ces mots, cher public et cher jury. Ce jour-là, quand vous hésiterez à oser, repensez au fait que le ridicule ne sera jamais plus qu'une entrave sur votre chemin, un obstacle facilement franchissable si on le discerne bien. Repensez au rayon de soleil canari qui, l'espace d'un instant, a surgi, a égayé votre journée. Vous vous rappellerez cet homme dansant peut-être, même des années après. On ne considère ridicule que ce que l'on jalouse, ce qui arrive à s'extirper de la norme. Alors osez, osez encore et toujours, ne craignez plus le regard extérieur, car même si parfois une rougeur monte aux joues, soyez-en sûrs, personne n'en est jamais mort. Et c'est là la seule vérité, la règle d'or. Chers jury, chers auditeurs, vous en conviendrez, l'art oratoire nous fait dire bien des choses de bien des manières, et je commencerai ainsi simplement en vous disant que ma concurrente, malgré elle, n'a eu d'autre choix que de défendre une thèse erronée. Vous en conviendrez tout autant, ces mots et ces actions nous en auraient presque convaincus, mais la vérité prend l'escalier et à défaut de courir est partie à point, la voilà qui arrive. Avant qu'elle ne soit là tout à fait, j'aimerais introduire ces propos en vous présentant l'affaire Peluche ou les préjudices de la naïve déraison, le ridicule. Dimanche soir, 23h47, les planètes n'étaient plus alignées et une perquisition me surprit. Le procureur de ma vanité m'a pris en flagrant délit. Mais avant toute chose, je tiens à clarifier qu'on m'a dénoncé, oui. Madame idée reçue n'est jamais très loin de ce qui ne la regarde pas. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'une telle loi existait, mais bon, que voulez-vous ? Nul n'est censé ignorer la loi, cela est vrai en droit pour l'ordre public, mais aussi en société, pour ce qui est de la survie. Ainsi, j'avais commis l'irréparable. J'avais violé l'article 3630 du Code de procédure du ridicule. J'avais 18 ans et je dormais avec mon doudou. Ainsi me voilà seule, l'insomnie pouvant débuter, le juge entra. Madame idée reçue était là, elle aussi, et la terre allait arrêter de tourner. La procédure de droit introspectif fut lancée, et en première instance, j'ai inévitablement été condamnée au motif que, enfin, c'est ridicule, tu n'es pas un bébé quand même, prononcé par des jurés au cœur en basalte. J'y ai reconnu ma mère parmi eux. L'atmosphère était moribonde. Mais je ne pouvais pas en rester là. J'ai alors poursuivi. J'avais besoin d'un autre avis, alors évidemment, j'ai pris mon téléphone, j'ai attendu, invoquant ma bonne étoile, et j'ai reçu un appel. C'était le monde du travail au bout du fil, annonçant de nouveaux témoins, mes collègues. Je les croise lorsque je travaille parfois, et on discute. Ils me parlent de leur petit soleil, leurs enfants, et moi, un peu dans la lune, je les écoute. Ils sont venus témoigner parce que le monde du travail, c'est mon demain. C'est la vie qui m'attend et il fallait que le juge, je, sache si cette situation, on ne l'avait pas fait paraître, comparaître, où aurait-elle mené ? Ainsi, le juge, je, a bien pris en considération leur avis et il était clair. Ces gens étaient des adultes, ils avaient des enfants qui avaient des doudous. Ils ne pouvaient pas avoir de doudous eux-mêmes puisqu'ils avaient des enfants. Un adulte avec un doudou, c'est un enfant, et un adulte qui est un enfant, c'est ridicule. Le juge, je, voulait-il me saboter mon avenir? Voulais-je me tourner en ridicule face à la vie qui m'attendait? Bien sûr que non. Alors l'appel coupa. Après tout ça, évidemment, j'étais épuisée, mais il fallait que je continue. J'y tenais.
Quoi qu'il en soit, je ne pouvais plus juger du fond, il était évident. J'ai intenté alors une dernière procédure face à la Cour de bonne conscience, qui a, elle, statué sur la forme de l'affaire, et ça ne faisait pas l'affaire puisque Doudou n'était pas en forme. Sa lumière était un peu moins éclatante. Finalement, peut-être se porterait-il mieux sans moi, sans mes mains le triturant depuis 18 ans, sans maman le noyant dans la lessive 24 fois par an. Ainsi, ma conscience apaisée, tout allait mieux, mais quoi qu'il en soit, je devais me rendre à l'évidence, je n'avais plus le choix. J'étais ridicule. Alors le juge, rendit son verdict, et dans ce système-là, j'ai été condamnée à la pire des sentences, oui, la peine capitale. J'ai été condamnée à l'oubli. J'ai été condamnée à oublier Doudou. Le laisser, le vider de ce qui le définissait, de ce qu'il était, mon Doudou. Alors oui, si on va par là, lui n'est pas mort physiquement. Évidemment, il purge ma peine dans le fond du placard à chaussettes, seul, dans le noir, vidé, creux, éteint de ce qu'il est, de ce qu'il était, mon Doudou. Et un Doudou, si l'on ne le doudoute plus. Est-ce encore un Doudou? Non, c'était devenu un objet vulgaire, un objet quelconque, perdu au milieu des autres objets, désœuvrés, inanimés, condamnés. Je vous demande si ça, ce n'est pas la mort. En ce qui me concerne, une partie de moi-même est morte aussi. L'alchimie de mon enfance s'est éteinte ce soir-là. Sur l'autel du ridicule, j'y ai sacrifié mon âme d'enfant. Ce serait absurde de dire que je suis désormais devenue une adulte, regardez-moi ici et maintenant à raconter mes enfantillages, mais ce qui est certain, c'est que mon enfance est au ciel. J'ai perdu une partie de mon identité. Ce soir-là, le ridicule a fait 2 victimes à part entière. Alors oui, j'aurais pu résister, de nouveau, faire entendre ma voix, crier face à l'univers que ce n'est peut-être pas un crime qui mérite la peine capitale et que ce n'est peut-être même pas un crime que d'être ridicule. Mais les autres m'auraient-ils entendu? Ou ne me serais-je pas tournée en ridicule encore une fois, si je le pouvais encore? Quoi qu'il en soit, je n'ai rien fait de tout ça, voyez-vous. Encore une procédure longue, alourdie par la loi sévère de l'autocritique. Je n'en avais plus la ressource. Survivre face au ridicule n'est pas chose aisée. C'est possible, évidemment, oui, mais ce n'est pas chose aisée, c'est même bien plus que ça. C'est un procès contre soi, contre les idées que l'on reçoit, maladroites et dérisoires. Vous voyez par vous-même, à une époque où le procès n'était pas seulement introspectif, Galilée a subi les méandres du ridicule, entraînant avec lui le massacre de la vérité. Quelle idée avait-il eu de s'opposer à toutes ces sommités, Sénèque, Pythagore ou encore Aristote? Quelle fantaisie avait-il dévoilée mettant à mal l'ego de l'homme au grand H? Dans quelle posture ridicule s'était-il placé? Oui, je le dis, ridicule. Il le savait, enfin. La Terre est ronde et tourne autour du Soleil, ça n'a pas de sens. C'est comme si aujourd'hui on disait « Le président est blond et ne nous annonce pas d'éclaircies », ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est ridicule, oui, peut-être. Mais c'est vrai. Donnant tort à l'entourloupe, plus c'est gros, plus ça passe, la plus grande vérité scientifique accrochée aux lèvres de Galilée a fait pouffer les hommes qui, par coutume, lui ont offert une petite broche à accrocher sur son pull. On pouvait y lire en majuscule « ridicule ». Ainsi, la vérité à l'agonie laissa place au pire des tueurs en série, l'ignorance. L'ignorance a été bénie par les mains de la soi-disant absurdité. Le mépris a été conforté par les effets du ridicule. Mais vous, chers auditeurs, qui n'êtes pas ignorants, vous le savez, le ridicule, c'est une opinion. Certes, puissante et corrosive comme il y en a tant dans notre société, nous le savons, mais avant tout, une opinion. D'ailleurs, si l'on dit le ridicule ne tue pas, c'est pour nous en préserver de cette corrosion. Regardez. Mariage pluvieux, mariage heureux. Un de perdu, 10 de retrouvé. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et il en existe des tas d'autres de ces petits dictons, illusoires bien que rassurants, mais oui, illusoires, parce que de ces bouts de phrases, rien n'est moins sûr. Une robe de mariée arsouillée, ce n'est jamais ce que l'on imagine lorsqu'on pense au plus beau jour de sa vie. 10, c'est bien pour l'ego, mais en général, il n'en faut qu'un. Et enfin, pardonnez mon sarcasme, mais les vers de terre ne sont pas des grosses bêtes.
Mais alors, pourquoi l'école portait de bouche en bouche ces proverbes? Eh bien, je vais vous le dire. Parce qu'ils agissent comme un filtre dans un monde où il n'est question que de paraître. Oui, comme un filtre, comme le filtre désir retouchant la photo réalité, comme le filtre orgueil retouchant la photo égo. Mais la consolation n'est pas la vérité. Et le juge je, vous savez tout aussi bien que moi, en a bien conscience. On accepte d'écouter le dicton, mais au fond, on la connaît, la vérité. Oui, le ridicule tue. Le ridicule est une arme créée par l'amour-propre dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Lorsque la société tire, les mortels souffrent, étouffés par la propagande de la présidente Madame Idée reçue. Elle a réussi son coup d'État, voilà qu'elle est au pouvoir. Les esprits alors de la possible déraison, celle qu'on appelle aussi liberté, sont annihilés par les milices de la moquerie. Chers jurys, chers auditeurs, vous en conviendrez, l'art oratoire nous fait dire bien des choses de bien des manières. C'est pourquoi je conclurai simplement en vous disant que malgré lui, le ridicule n'a d'autre choix que de tuer. Vous en conviendrez tout autant, cette arme est entre nos mains nues. Mais vous, chers auditeurs, qui n'êtes pas des assassins de doudou, promettez-moi que jamais vous ne pointerez du doigt cette naïve déraison. La vérité est là désormais et il ne tient qu'à vous d'y réfléchir. Imaginez, Madame Idée reçue pourrait faire que la Terre s'arrête de tourner. Il était 9 heures. C'était un matin ordinaire de printemps, comme tant d'autres. Le vent jouait doucement avec les feuilles. Le soleil éclairait les enfants qui riaient au loin. Un chien poursuivait un pigeon avec cette sensation de pouvoir l'attraper. Et il y avait cette femme, assise sur un banc, seule, scrutant. Le temps avait marqué son visage, mais dans ses yeux, une lueur vive, celle de ceux qui ont beaucoup vu, beaucoup vécu. Elle regardait le monde autour d'elle, et dans son regard, il y avait quelque chose de mélancolique, presque de désabusé. Les jeunes la dévisagent, les oiseaux l'observent comme interloqués. Elle me parlait d'un autre temps, d'un temps où les enfants jouaient sans écran, où les voisins se connaissaient, où tout semblait plus simple, plus vrai. Elle disait que le monde lui échappait, qu'il filait à toute allure, sans prendre le temps de respirer, que l'odeur du pain chaud disparaissait sous les néons des supermarchés, que les lettres se perdaient dans la froideur des emails, que l'humain s'effaçait derrière la machine. Oui, il y a bien des écrans qui enferment, des silences entre voisins, des rythmes qui essoufflent. Il y a des forêts qui brûlent et des océans qui montent. Il y a des crises, des doutes, des choses qui se perdent et d'autres qu'on aurait aimé garder. C'est vrai, ce monde est cruel. Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Avec ça, tout est dit. Mais non, le monde d'hier n'est pas figé dans un éternel été. Je ne me satisferai jamais du « c'était mieux avant » ou du « ce sera pire demain ». Oui, des métiers disparaissent, c'est vrai, mais d'autres naissent. Oui, des traditions s'effacent, mais d'autres s'inventent. Oui, nous sommes connectés à des machines, mais jamais l'être humain n'a été aussi proche de sa propre nature. Notre monde se régénère, car si une fleur est une fleur parce qu'elle fane, un homme est un homme parce qu'il pleure et qu'il meurt. Aujourd'hui, un message peut traverser l'océan en un instant. Une injustice peut être dénoncée à l'autre bout du monde en une seconde. Des savoirs qui autrefois
étaient réservés à une élite sont aujourd'hui à la portée de tous. On peut même apprendre à réparer un lavabo sur YouTube en 5 minutes. Et ça, c'est sûrement le plus fascinant. Certes, cela ne signifie pas que tout va bien. Les inégalités existent, toujours. La technologie ne profite pas à tous de la même manière. Certains combats restent évidemment à mener. Mais chaque époque a ses défis. La nôtre également a ses victoires. J'ai dit à cette femme que le pessimisme sur le monde de demain contribuerait à le rendre plus noir. Que si l'on convainc une génération qu'elle hérite d'un monde en ruine, elle avancera comme si tout était déjà perdu. Non, demain, il n'y aura pas de fin du monde. Et non, nous ne laisserons pas les prophètes du chaos dicter notre avenir. Le pire des pièges serait de céder à la facilité. De nous laisser entraîner dans cette spirale de l'inaction. Dans cette vision fataliste qui laisse croire que tout est déjà joué. Et je vous le dis ici, et de tout mon cœur, non, ce monde n'est pas une fatalité. Ce monde, c'est nous, c'est vous, c'est toi. Et même vous, là-bas au fond, qui commencez à regarder votre téléphone. Alors si vous avez encore confiance en vous, vous aurez confiance en ce monde. Alors je dis, oui, nous pouvons repenser nos rues pour qu'elles respirent, réimaginer nos villes pour qu'elles vivent. Oui, la technologie, loin d'être tyrannie, peut être alliée, ouvrant à l'humanité des horizons insoupçonnés. Soigner, soulager, sauver. Le monde n'attend pas, ne s'éteint pas, ne s'effondre pas. Il bourdonne, il bouillonne, il bâtit. Là où l'on voyait du gris, des graines grandissent. Là où l'on annonçait le pire, des possibles prennent vie. Qui aurait cru qu'un mur puisse manger la pollution, qu'un trottoir puisse produire de l'énergie, que des bouteilles abandonnées deviennent des briques, que des vagues puissent éclairer des villes. Pendant que certains pleurent, d'autres plantent. Pendant que certains ralentissent, d'autres inventent. Des champs refleurissent, des rivières revivent, des villes respirent. Des écoles éveillent, des jeunes s'éveillent, des esprits se relèvent. Chaque pensée porte un pas, chaque pas porte un destin, chaque destin dessine demain. Mais attendre demain, c'est aussi le risque de rater votre train. Alors espérez qu'il ait du retard. C'est assez commun. Elle, cette dame-là, elle regardait le monde autour d'elle avec une inquiétude qui, à bien y penser, n'était qu'un miroir de la peur. À cette dame, je lui dis alors, éteignez la télé. Rencontrez des gens, vous verrez. Votre fatalité n'en est pas une. On nous répète sans cesse que tout va mal, que le monde est en train de s'effondrer sur lui-même. Plus les médias nous informent, plus on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Soyons justes. Ces médias, ils montrent aussi des réalités qu'il faut affronter. Les guerres, la pauvreté, les catastrophes, tout cela existe. Ce qui est dangereux, ce n'est pas l'information, c'est l'impression que nous sommes impuissants face à elle. Alors, chers amis, ce soir, vous ferez un jeu avec moi. Vous prendrez un crayon et un bout de papier. Et vous allumerez BFM TV. Bonsoir à tous, voici les gros titres de ce soir. Un tsunami frappe l'Asie, une crise alimentaire sans précédent touche des millions de personnes et le réchauffement climatique fait des ravages dans nos campagnes. Voilà. En moins d'1 minute, le chaos mondial. Mais attendez. Ah oui, aussi par ailleurs, dans un coin de Paris, des citoyens plantent des arbres pour compenser l'empreinte carbone. Une équipe de chercheurs annonce avoir mis au point quelque chose de révolutionnaire pour dépolluer l'air de nos grandes villes. Et voilà. La brève positive, dite d'un air désemparé parce que c'est vrai. Ça fait moins d'audience. La génération qui a les moyens d'agir n'a pas d'autre choix que de se battre pour un avenir qui vaille la peine. Parce qu'au fond, il est plus facile d'abandonner que de créer, plus simple de se lamenter que de se relever, c'est vrai. Mais, et c'est là toute la beauté de l'être humain, nous ne sommes pas faits pour la facilité. Ce n'est pas en se réfugiant dans l'idée que tout est foutu qu'on se sauvera. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité.
ne nous contentons pas d'attendre que l'histoire nous sauve. L'humain est capable du meilleur comme du pire. Du pire dans le pire, c'est vrai. Du meilleur dans le pire, mais également du meilleur dans le meilleur. Et c'est ça, notre monde. À ce moment-là, il était 11 heures. La vieille femme tourna alors les yeux vers le parc. Et là, au loin, un enfant s'agenouillait dans l'herbe, une petite pelle à la main, sous le regard attentif de ses deux parents, comme ému. Il plantait une graine, puis deux, maladroitement, avec cette concentration sérieuse qu'ont les enfants qui découvrent le monde. Un sourire discret passait sur son visage, comme si, l'espace d'un instant, elle voyait autre chose que ses souvenirs fanés. Une promesse, un début, un renouveau qu'elle n'avait pas remarqué avant. Alors, je dirais à cette génération inquiète que chaque crise cache l'opportunité de changer. Alors, je dirais aux médias qu'il existe des solutions, celles qui ne font pas la une de leurs émissions. Alors, je vous dirai à vous que le monde de demain n'est ni le même en pire, ni le même empire. Il est ce que nous en ferons. Alors, je dirai à mon enfant, deviens génial, et le monde suivra. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, certes, il est vrai que les avancées technologiques nous donnent parfois l'illusion du progrès. Certes, l'histoire nous a appris que l'humanité a toujours su se relever de ces crises. Aujourd'hui, pourtant, je défendrai l'idée que notre monde n'est pas seulement le même empire, mais bien en voie d'être un espace de tensions accrues, de fractures sociales amplifiées et de perspectives toujours plus restreintes pour ceux qui n'appartiennent pas aux sphères privilégiées. Regardez autour de vous. Crise, extrémisme, précarité, les guerres, elles ne sont plus seulement géopolitiques. Elles sont économiques, sociales, numériques, intimes. On se bat pour des ressources que nous pouvons partager, pour des territoires à conquérir, pour des idéologies à répandre. Alors vous me direz, si facile. On l'avait vu venir, cette étudiante en sociologie qui analyse la société, les inégalités et ce qui différencie les groupes sociaux, qui distingue leurs goûts et leurs pratiques, mais aussi leurs points de proximité, ce qui rassemble parfois, ce qui se ressemble par la foi. Le monde d'après sera le même en un peu pire, disait Houellebecq. Mais le monde ne s'use pas comme une vieille photographie que le temps décolore. Il se transforme, parfois en bien, souvent en pire. Certains vous diront que tout cela est exagéré, que l'humanité a toujours connu des crises et qu'elle s'en est toujours relevée. Mais ont-ils seulement osé dire ça devant un Italien ? Rome se croyait éternelle avant d'être rongée de l'intérieur. Sommes-nous aussi en train d'écrire notre propre chute ? Ou avons-nous encore le choix ? Le progrès est-il une illusion ? On nous parle de modernité, de croissance, de technologie, d'intelligence artificielle qui révolutionne le monde du travail. Certes, de chiffres économiques qui battent des records. Oui, mais pour qui ? Pour les 1% qui accumulent pendant que les autres comptent ? Pour ceux qui héritent d'un monde où tout leur est acquis avant même d'avoir commencé ? On nous parle de progrès. Mais quel progrès ? Quand une étudiante saute des repas pour payer son loyer ? Quand une mère hésite entre nourrir ses enfants ou chauffer son foyer ? Quand un travailleur cumule 2 emplois pour finir à découvert ? On nous vend l'égalité des chances. Mensonge. Certains naissent au sommet, pendant que d'autres passent leur vie à gravir des marches cassées. Peut-on parler de mérite quand la ligne de départ n'est pas la même pour tous ? Le mérite, sans justice, n'est qu'un privilège déguisé. On croit toujours que nos droits sont acquis, que l'égalité, la liberté, la dignité sont des fondations solides sur lesquelles repose notre monde. Mais l'histoire nous a appris que les droits ne sont jamais donnés pour toujours. Ils s'arrachent, ils se défendent.
On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais il fait l'éducation, la santé, la dignité, et surtout, il fait le choix. Le choix d'étudier, de voyager, de se soigner, de s'émanciper. Et lorsque l'on est sans ce choix, quelle liberté nous reste-t-il vraiment? Le monde de demain sera meilleur pour qui? Pour ceux qui héritent ou pour ceux qui s'endettent toute une vie? Regardez autour de vous. L'effondrement n'est pas à venir. Il est déjà là. Je ne parlerai pas des guerres actuelles, mais nous nous comprenons. Alors que faisons-nous? Restons-nous passifs, spectateurs d'un désastre écrit d'avance? Ou décidons-nous d'écrire une autre histoire? À nous de choisir. Victor Hugo est mort, mais les Misérables ne sont pas une fiction du passé. Ils sont là, parmi nous, et demain, ils seront plus nombreux encore. Ces guerres que l'on croyait révolues renaissent, ces droits que l'on pensait acquis s'effondrent, des idéologies que l'on croyait mortes reviennent avec plus de force et plus d'outils pour se répandre. Et pendant que l'on stigmatise les plus vulnérables, que fait-on des vrais coupables? Des puissants qui pillent, qui exploitent, qui détruisent. On les excuse, on les protège. Ils ont même des fan-clubs. Voltaire déjà nous le disait dans Candide. Les grands crimes sont punis, mais des grands coupables ne le sont jamais. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette triste nouvelle, mais rien n'a changé. Regardez la planète. Chaque ouragan, chaque sécheresse, chaque incendie nous rappelle que le temps ne nous appartient plus. Et pourtant, les décideurs nous vendent encore des promesses pour 2050. Mais allons-y, gérons le réchauffement climatique comme Dubaï gère la pluie et le beau temps, et voyons où ça nous mène. Et moi, avec tout ce beau texte, pensez-vous que je mérite ma place en finale? Le mérite, ce grand mensonge. On nous parle encore de méritocratie. On nous vend l'illusion qu'il suffirait de travailler dur, d'être persévérant, de faire preuve de talent, et pour ce valide de leurs deux jambes, de traverser la rue. Petit instant lumière. Le saviez-vous? À talent égal, les inégalités demeurent. Sans réseau ni privilège, un jeune des quartiers, une étudiante précaire et brillante ou un ouvrier acharné resteront trop souvent bloqués aux portes de la réussite. Alors, où est le mérite? Et ne parlons même pas des inégalités si visibles à l'œil nu que ça m'en crève presque l'œil. La couleur de peau, elle est multiple. Il y a plein de variances, plein de richesses culturelles qui fait que... Bref. Alors pourquoi est-elle si unicolore au sommet de l'élite? On croit que les droits, une fois acquis, sont éternels. Erreur. L'histoire nous l'a prouvé. Les libertés ne sont jamais données. Elles sont prises, elles sont arrachées. Et si l'on baisse la garde, elles disparaissent. Les États-Unis, grande puissance, hein? Et l'IVG, un droit balayé d'un revers de main. En Afghanistan, les femmes sont effacées, interdites d'éducation, de travail, réduites au silence. En Iran, elles meurent pour un voile mal ajusté. Vous me direz que MeToo a changé les choses. Vraiment? A-t-on réellement donné aux femmes les moyens d'être protégées, écoutées, crues? Si nous cédons aujourd'hui, que restera-t-il demain? Où sont-elles, celles qui faisaient trembler les institutions? Les Gisèle Halimi, les Simone Veil, les Halima Ferrat, ces femmes qui, par leur courage, ont forcé l'histoire à avancer. Où sont-elles? Mais surtout, où sommes-nous? L'histoire n'attendra pas un nouveau messie féministe. Il ne nous faut pas une Gisèle, une Halima ou une Simone. Il nous faut une génération entière. Nous, maintenant. L'histoire l'a trop souvent prouvé. Quand les droits sont menacés, ce sont d'abord nos voix qu'on brise, nos droits qu'on gomme et qu'on balise. Simone de Beauvoir écrivait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. » Eh bien, mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette livraison de tristes nouvelles, bien qu'accompagnée d'un fin poème, mais je m'octroie la mission de vous informer. Nous y sommes. Ce combat, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas celui d'une femme, d'une étudiante en sociologie, d'un groupe ou d'un parti. Ce n'est pas un combat du passé. C'est une urgence absolue. Rousseau le disait.
La liberté ne se donne pas. Elle se prend. Le progrès aussi. La justice aussi. Tout cela, nous pouvons encore l'arracher. Mais pour cela, il faut choisir. Choisir d'ouvrir les yeux quand d'autres préfèrent les fermer. Choisir de parler quand d'autres préfèrent se taire. Choisir de se battre quand d'autres préfèrent se soumettre. Car la vraie question n'est pas « le monde va-t-il empirer ?» C'est déjà le cas. La vraie question est « allons-nous les laisser faire ?» Gisèle Halimi avait raison. Face au déclin du monde, ne nous résignons jamais. Rosa Parks n'a pas cédé sa place. Merci à elle. Mais soyons humbles, je n'ai rien d'une Rosa Parks. Pourtant, je prends de l'avance. J'anticipe et je vous le dis ici. Ne me remerciez pas. C'est normal. Dans ce monde d'aujourd'hui et de demain, je ne céderai jamais la mienne non plus. Et puisque le monde en fait des siennes, permettez-moi un conseil. Hier soir, Emmanuel Macron nous a rappelé que c'est au chef des armées de veiller sur la sécurité de notre pays. Soit, alors que le gouvernement s'occupe des affaires de gouvernement, mais que le peuple, lui, prenne soin du peuple. Laissons le juge juger, l'avocat plaider, la sociologue analyser. Mais entre nous, échangeons, transmettons-nous, éveillons-nous. Le président nous a incités à nous préparer à l'effort collectif. Soit, mais à quel prix? Et pour quel futur? Je vous le demande. Le monde de demain sera-t-il le même empire? Comment vous sentez-vous face à cette phrase? Êtes-vous certain, ici, à cet instant précis, d'être en paix avec cette idée? Pouvez-vous affirmer sans trembler que le monde avance vers la lumière? Mesdames et messieurs, chers égaux en humanité, je ne crois ni à la passivité ni à l'impuissance. Ce monde que nous apprêtons à rencontrer, il nous appartient encore. Alors croyons en nous, mais ne détournons pas les yeux. Pour nous, pour nos enfants, ne nions pas le monde de demain. Je vous remercie. Ça vous fait rire? Ben, ça devrait. Si on se fait une petite rétrospective, Valérie Pécresse a failli être élue par un chien. Non mais, monsieur Zelensky, vous êtes en guerre. Mais est-ce que vous avez dit merci? D'ailleurs, ne vous me prenez pas, hein. Il envoyait son cœur à la foule. Vous savez, moi, mon ennemi, c'est le monde de la finance. À tout le moins, si ce n'est pas drôle, c'est risible. Et si on touche au cœur du débat, est-ce que rire, c'est forcément parce que c'est drôle? Pas forcément. Je me suis beaucoup creusé la tête pour savoir comment j'allais essayer d'amener ça. Parce que j'ai un souvenir très précis qui m'y rattache, et je me suis dit que plutôt que vous l'expliquer, j'allais vous emmener avec moi. Pour payer mes études quand j'étais en première année, je rentrais chez moi tous les week-ends et j'allais travailler sur les marchés. Je travaillais chez mon patron qui s'appelait Michel, qui était traiteur, dans un truc de traiteur qui s'appelait Parfum de Provence. Et il y avait une heure que j'aimais particulièrement pendant ces week-ends. C'était l'heure où les gens trop matinaux, qui arrivaient trop tôt, étaient déjà partis, et ceux qui étaient un peu plus tardifs n'étaient pas encore arrivés, vers 8-9 heures. C'était l'heure parfaite. On était dans les halles, il y avait le soleil rasant qui venait faire entrer un petit peu de chaleur. Mon patron me donnait un billet de 10 € et me disait « Va chercher le café pour tout le monde ». Il y avait les commerçants, il y avait les clients. Et je me rappelle que sur le chemin pour aller au café, qui était au milieu des halles, je voyais tout le monde, les commerçants et les clients. Et tout le monde riait. Mais ce n'était pas les mêmes rires. Si vous me suivez, le premier rire qu'on va voir, c'est le rire des poivrons. Le rire gras, qui vient du fond de la gorge, et qui sent le cubi de vin rouge qui est encore posé sur le côté alors qu'il est 8h30. Ça, c'est un rire gras, et c'est un rire sale. C'est un rire de blague sur les femmes. C'est un rire de blague sur les étrangers. C'est un rire de blague sur la politique, et parfois la blague ne veut rien dire, d'ailleurs. Mais il rit de bon cœur. Et il n'y a pas que ce rire-là. Il y a le rire du commerçant à côté qui les voit et qui se dit « Ah ouais, quand même. » Mais c'est mes clients. Ce n'est pas drôle non plus, mais il y a un décalage. C'est le rire du commerçant qui rit un petit peu jaune,
en disant « Ah, il a essayé de m'entuber sur la monnaie ». À nouveau, ce n'est pas drôle de se faire entuber sur la monnaie, mais le décalage nous fait rire. Si vous suivez le raisonnement, là où on en arrive, c'est que oui, aujourd'hui le monde n'est pas drôle. Et je suis entièrement d'accord. Mais il n'y a pas que le rire face à l'humour. Vous avez le rire gras, le rire moqueur, le rire gêné, le rire horreur, le rire franc, le rire jaune, le rire heureux. Tous ces rires font face à un décalage. Pourquoi rit-on? Nous rions face à l'absurde. Quand le monde nous met face à un vide tout à fait absurde, comment en 2024 on peut faire ce genre de blague sur les femmes? Nous rions. Ce n'est pas que c'est drôle, c'est que c'est perturbant. Et ce n'est pas que l'histoire de quelques poivreaux, c'est le box-office français qui le dit. Est-ce que vous connaissez Hubert Bonisseur de la Batte? Hubert, c'est un agent secret français. Il est parfait, il est excellent, et il est raciste. Il est homophobe, il est misogyne. Mais qu'est-ce qu'il est touchant. Et s'il nous fait rire, c'est parce que le personnage en face de lui, c'est nous. C'est nous qui rions. Face au fait qu'il soit complètement déconnecté d'une époque que visiblement il ne comprend plus. Il l'aura fait dans un premier film au Caire, dans un deuxième à Rio, et dans un troisième, je ne sais plus quel est le pays, parce que je vous avoue que le troisième film n'est pas bon. Et vous le voyez bien à nouveau, le rire, ce n'est pas que parce que c'est drôle. La preuve, vous nous défendez et nous démontrez un monde en ruine, et je suis d'accord, mais votre plaidoirie a, à juste titre, fait rire toute la salle. Le rire persiste, alors que ça n'est pas drôle. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire face à un monde comme celui-ci? Eh bien, on va continuer de rire. Oui, il y a plein de rires différents. Mais il y a un rire que l'on oublie trop, et qui nous est parfois rappelé trop durement. Vous vous rappelez sans doute, le 7 janvier 2015, qu'une voiture noire s'est arrêtée devant les locaux de Charlie Hebdo. 2 hommes en sont descendus. Quand les 2 hommes seront repartis, il n'y aura plus que le silence, les balles de Kalachnikov, et plus aucun rire. Et pourquoi cela s'est-il passé? Parce qu'on a ri trop fort à des caricatures. Parce que les dessins, c'était trop dangereux. Parce que le rire, il était trop dangereux. Et quand le rire ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque. Lorsqu'on vient dire que le rire, c'est simplement parce que c'est drôle, on oublie le rôle essentiel du rire dans notre société aujourd'hui, qui est à savoir que le rire est profondément et sera toujours politique. La coutume du rire, c'est de montrer l'absurde dans la politique. Oui, la situation en Ukraine est terrible. Et quand on vient dire à quelqu'un « mais vous n'avez pas dit merci », c'est terrible. Et la réaction, c'est le rire. Et quand la personne à qui ça ne plaît pas qu'on rit nous voit rire, vous avez raison, elle nous fait taire. Coluche faisait rire à son époque. Ah. L'a-t-on fait taire? À tout le monde, il ne nous fait plus rire aujourd'hui. Vous avez le rire sarcastique de cet énarque qui regarde le chiffre et qui se dit « Ah, la situation va mieux quand même ». Vous avez le rire désespéré du livreur Uber Eats qui rentre chez lui et qui se dit « Ah, la situation est désespérée quand même ». Vous aurez toujours ces mêmes rires. Et ces rires sont attaqués. Rire d'une blague sur Benjamin Netanyahou, ça peut vous faire virer de France Inter. Et aujourd'hui, c'est un fait. Rire d'une blague de Coluche, aujourd'hui un peu trop actualisée parce qu'elle parle en mal des Noirs, des Arabes, des Jaunes, en essayant d'en faire un ensemble, d'une manière un petit peu maladroite aujourd'hui, ça fait de vous un raciste. Le rire, c'est complexe. Le rire, parfois, c'est fin, parfois, c'est gras, parfois, ça n'est pas bien fait, parfois, c'est très bien fait et on ne comprend pas. Mais le rire, toujours, aura cette essence politique que vous vous devez de défendre. Lorsque l'on rit, on vient reprendre tous les malheurs du monde que vous énonciez si bien. Et on vient dire, oui, ils existent. Et si on ne peut pas crier, si on ne peut pas les changer, si on ne peut plus rien faire, eh ben on va en rire. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. On va en rire. On en rit si bien que parfois, ça revient au box-office. Vous savez quel est le film en 2024 qui a fait les meilleurs résultats?
un petit truc en plus. Artus, l'artiste, a fait venir des handicapés dans un film, handicapés mentaux pour la plupart, et les a fait jouer. Et on en a ri de ces handicapés mentaux. On les a aussi récompensés. Pourquoi ? Parce que face à un monde qui parfois est trop en décalage, avec la population handicapée, avec toutes les populations discriminées, les remettre au centre de l'écran et rire avec eux, non plus rire d'eux-mêmes. C'est parfois ce petit écart qui permet au rire politique de nous redonner un rire franc, un rire gras, et qui, j'espère pour vous, ne sent pas le vin rouge. Oui, ce rire, ce petit rictus que vous venez d'avoir, conservez-le, cultivez-le. Et plus votre constat sera juste, plus nous rirons, et riez avec nous. Parce que vous avez raison au final. Oui, la situation est catastrophique, mais je vois un petit sourire se dessiner sur votre visage. Et peut-être que ce sourire deviendra un rictus. Et peut-être que ce rictus deviendra un rire. Tout comme vous avez fait rire le jury. Il a ri face à votre constat, qui est vrai. Alors, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, après avoir parlé, après avoir crié, rions. Les larmes aux yeux, le cœur au bord des lèvres, le souffle saccadé, les mains tremblantes, les cordes vocales nouées. Elle est arrivée à 16h, ce lundi 6 novembre 2023. J'étais assise en face d'elle alors qu'elle sanglotait sur mon canapé. Cela faisait bientôt 2 ans qu'elle venait au cabinet. À peine 2 ans depuis que j'étais devenue sa psychologue, et à raison de 2 rendez-vous par semaine, je pensais l'avoir bien cernée. Alors, je me demandais ce qui pouvait bien aujourd'hui lui arriver, ou plutôt ce qu'il lui avait encore fait. Elle était toujours de bonne humeur, et possédait une aura rayonnante. Ce n'était pas une femme brisée que j'avais en face de moi, mais une femme à qui la vie s'était amusée à couper les ailes. Elle avait 8 ans, lorsque son oncle avait franchi la ligne de l'impardonnable. 8 ans, et déjà trahie par celui qui aurait dû la protéger. Mais la pire trahison n'est pas venue de lui. Elle est venue de sa propre mère. Celle qui, au lieu de la croire, l'a accusée de raconter des histoires. Un enfant a trop d'imagination, disait-elle. Alors même qu'elle avait eu le courage d'oser parler, on ne l'a pas écoutée. Mais malheureusement, c'est loin d'être un cas isolé. La famille, c'est cet endroit où l'on apprend l'amour et parfois la cécité. Nombreuses sont les familles où l'on refuse de voir la vérité, où l'on préfère se cacher derrière l'amour que l'on ressent pour un parent, un oncle, une tante, un cousin. Où l'on se dit que « Mais non, je le connais, c'est toi qui as du mal interpréter. » Le tabou des abus intrafamiliaux est une réalité. 80% des agressions sexuelles commises sur mineurs ont lieu dans le cercle familial. Car de nombreux parents refusent de voir ce qui se passe, préférant faire les aveugles sur les souffrances de leurs enfants, pour préserver l'image de la famille, par amour pour elle. Des exemples de cet amour qui aveugle, malheureusement, il en existe des milliers. Elisabeth Fritz, séquestrée et abusée par son père pendant 24 ans en Autriche. Sa mère, même si elle était là, n'a rien vu, ou plutôt n'a rien voulu voir. Affaire Bastien en 2009. Affaire Marina Sabatier la même année. Affaire Julie et Andrea en 2020. Dans ces affaires tragiques, les victimes continuent bien souvent de porter un amour inconditionnel à leurs agresseurs. Et les personnes censées être là pour les aimer, les protéger, les trahissent. Alors quand même ma patiente a appris à se taire. Telle Emma Bovary, elle a rêvé en silence d'un amour qui pourrait la sauver. Alors après ça, elle s'est réfugiée dans l'amitié.
Un amour amical qui lui a servi de filet de sécurité. L'adolescence, cet âge où l'on cherche à exister au lieu des autres. Alors, quand un jour une de ses amies lui a tendu un collier, il lui a dit « Mets-le dans ton sac, t'inquiète, on le fait tout le temps. » Elle a hésité, bien sûr, nous l'aurions tous fait. Et lorsqu'elle a vu leur regard si oppressant, elle a cédé et elle l'a pris. Lorsqu'elle s'est fait arrêter à la sortie du magasin, ses amis avaient disparu. Elle a failli être condamnée pour un vol qu'elle n'aurait jamais commis seule. L'influence des groupes nous amène à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, à transgresser les normes sociales et même parfois la loi. L'amour que l'on porte à ses amis peut nous aveugler lorsqu'on se retrouve en groupe. Dans l'expérience Solomon Asch, on voit que la pression sociale modifie notre perception de la réalité, même face à des évidences. Par amitié, on se tait, on se plie, on se trahit. Nous sommes prêts à nier l'évidence pour nous fondre dans le groupe. Et ma patiente, elle avait besoin de ça. N'avez-vous jamais cédé face à la pression sociale? N'avez-vous jamais cherché à intégrer un groupe? Changer votre apparence, votre tenue, votre façon de parler pour vous faire accepter. On cherche tous à plaire. Et un jour, elle a plu. Elle a rencontré celui qui la regardait avec l'intensité dont elle avait toujours rêvé. Celui qui lui a dit qu'elle était belle, qu'elle était unique, qu'il l'aimerait pour toujours. Alors elle y a cru, bien sûr. C'est ce qu'elle avait toujours souhaité. Un amour dévorant, intense, brûlant. L'amour est une émotion puissante dont le pouvoir semble inégalé. Malheureusement, il l'est. Si le cœur a ses raisons que la raison ignore, aujourd'hui on en sait un peu plus. Des chercheurs australiens ont prouvé qu'il y avait un lien entre le système d'activation comportementale qui dirige notre comportement dans notre cerveau et l'expérience de l'amour romantique. En étudiant plus de 1500 personnes, ils ont découvert que la présence de l'être aimé nous fait avoir une réaction chimique. L'ocytocine et la dopamine, aussi appelées les hormones de l'amour, ont pour effet de donner la priorité au stimulus de l'amour par rapport à tous les autres. L'amour rend scientifiquement aveugle. Alors lorsqu'il a commencé à ressembler plus à la bête qu'au prince charmant, elle n'a pas douté. Lorsqu'il a dénigré, mais est revenu en pleurant s'excuser, elle n'a pas douté. Lorsqu'il a cassé la vaisselle et la télé, elle n'a pas douté. Et lorsqu'elle s'est réveillée avec la joue enflée et l'œil au beurre noir, elle n'a pas douté. Il avait levé la main sur elle pour la première fois, mais pas pour la dernière. Mais il s'est excusé, s'est-elle dit. Il devait être fatigué, s'est-elle menti. Puis il a recommencé. Plus fort, plus souvent. Je ne m'attarderai pas sur l'enfer qu'il lui a fait subir pendant ces 4 ans. Nous ne sommes pas ici pour ça. Mais je peux vous dire que ce cycle de la violence conjugale est plus courant que vous ne le pensez. Alors s'il vous plaît, demain, prenez quelques secondes pour regarder autour de vous et poser des questions. Une phase de tension, une explosion de violence, puis une lune de miel. Et l'enfer se ferme un peu plus. Alors ma patiente n'a pas vu la prison dans laquelle elle était enfermée, parce que l'amour est un sublime écran de fumée, parce qu'elle voulait croire que l'homme qu'elle aimait était encore là, quelque part, sous les coups. On excuse tout quand on aime, et parfois on se réveille trop tard. Mais cette femme s'est réveillée juste à temps. Beaucoup se demanderont, comment a-t-elle pu en arriver là? Pourquoi n'est-elle pas partie plus tôt?
Comment peut-on tuer l'homme que l'on aime de sang-froid? La réponse tient alors en quelques mots terribles. L'amour rend aveugle. Alors oui, elle a été manipulée. Oui, elle a été influencée, mais surtout, elle a été aveuglée. Parce que l'amour n'est pas rationnel. Il nous cache ce que nous devrions voir et nous montre ce que nous voulons voir. Alors lorsqu'elle a eu le déclic, lorsqu'elle a vu qu'aujourd'hui serait le dernier jour de sa vie ou le premier d'une nouvelle, l'amour a disparu. Aujourd'hui, elle a ouvert les yeux. Et à quel prix? Votre honneur, mesdames, messieurs les jurés, en tant qu'experte en psychologie et ayant été la psychologue de cette femme pendant 2 ans, je peux vous assurer que cet homme savait ce qu'il faisait. Il a profité de son amour, de son passé, de sa cécité sentimentale pour l'enfermer dans une relation où chaque je t'aime était une entrave de plus. L'amour rend inconscient, ignorant, malvoyant. Et toute sa vie, ma patiente, elle a subi cet amour qui aveugle. Abusée par un oncle, trahie par une mère, entraînée dans un vol par des amis qui l'ont trahie et finalement battue par un mari violent. Pourtant, elle a survécu. Elle se tient ici devant vous. Et aujourd'hui, c'est à vous d'ouvrir les yeux, comme elle l'a fait. Mettez-vous à sa place quelques secondes. N'avez-vous jamais idolâtré par amour? Changé par amour? Subi par amour? Ne vous laissez plus aveugler et déclarez cette femme innocente pour cause de légitime défense. Imaginez un couple où l'un des partenaires décide unilatéralement des règles du jeu, impose ses desseins et demande une fidélité indéfectible. Peut-on parler d'amour ou doit-on y voir une relation de domination maquillée en affection? Mesdames, messieurs, honorables membres du jury, chers invités, je me réjouis de l'opportunité qui m'a été donnée de pouvoir m'exprimer devant vous. Si vous attendez de moi que je vous parle aujourd'hui de Roméo et Juliette ou encore de cette fille assise au 3e rang qui s'est retrouvée à embrasser une grenouille pensant dénicher le prince charmant, il n'en sera rien. Oui, vous rigolez, mademoiselle, je profite pour régler mes comptes avec vous. Vous avez refusé mes avances. Lorsqu'on parle d'aveuglement, cela renvoie à une cécité figurée entre le cœur et l'esprit. Pour le dire plus simplement, l'aveuglement suppose une altération du discernement, une incapacité à juger d'une situation avec objectivité, à voir les défauts. Quant à l'amour, cette rive vers laquelle nous allons tous, c'est un sentiment d'affection, d'attachement envers une personne ou une chose. Alors ainsi, l'affirmation selon laquelle l'amour rend aveugle reviendrait à dire que l'amour est la cause de l'altération du discernement. Mais soyons sérieux, non. Ceux qui prêchent le contraire ont assurément lu ou mal compris Platon lorsqu'il dit « aimer, c'est s'aveugler de ce qu'on aime ». Mais de quel amour parle-t-on? De l'amour d'une mère pour son fils? De celui d'un père pour sa fille? Ou l'amour d'un militaire pour sa patrie? Ah, ce peut être l'amour de l'Afrique pour la France. Et là, vous me demandez, peut-il y avoir un amour entre l'Afrique et la France? Et lorsqu'on se pose cette question, l'histoire s'impose à nous. Une histoire tumultueuse, faite d'ombre et de lumière, de douleur et d'espérance, mais au-delà des débats, au-delà des temps, il y a une vérité indéniable.
entre la France et l'Afrique, il y a un amour. Un amour profond, parfois chaotique, mais un amour qui survit. La raison de ma présence devant vous ce soir. Alors, comment définir cet amour? Cet amour se lit dans les bruissements des pages de livres de Léopold Sédar Senghor. Lui-même dira à ce propos, « Je ne puis haïr la France. Elle m'a trop donné. » C'est important. Elle m'a donné la langue française, la langue au mot des Lumières. Cet amour se lit également sur le visage d'étudiants venus d'Abidjan, de Lomé, de Conakry, qui portent en eux le rêve d'un savoir partagé. Oui, entre l'Afrique et la France, au gré de vous déplaire, il y a un amour. Un amour qui ne se dit pas toujours. Un amour qui se cherche parfois. Qui se dispute souvent. Mais comme les vieux couples, ils se retrouvent inlassablement. Et cela me rappelle d'ailleurs certains après-midi chez mes grands-parents. Lorsqu'ils me racontaient leurs souvenirs de vacances, il arrivait toujours ce moment incroyable. J'ai appelé le quart d'heure de l'engueulade. Où ils n'étaient pas d'accord sur une manière de raconter en détail. Et là, c'était parti. Waouh, les watts. Mais je me rappelle également que ces après-midi finissaient toujours par « Huguette, veux-tu faire une partie de belote avec moi ?» C'est ça le vrai amour. Oui, entre la France et l'Afrique, cette fameuse France-Afrique, il y a un amour véritable. Mais l'amour véritable, c'est quoi? L'amour véritable, c'est un amour qui ne nie pas les fautes, mais les transcende. L'amour véritable, c'est un amour qui ne nie pas les crasses, mais apprend à les accepter. C'est peut-être cette acceptation profonde que ma contradictrice, de talent certes, de mauvaise foi assurément, appelle aveuglement. Le regard extérieur, lui, ne voit que la façade, mais l'amour, lui, pénètre le cœur. C'est d'ailleurs à ce propos que Saint-Exupéry dira « On ne voit bien qu'avec le cœur, mais l'essentiel est invisible aux yeux. » Cet amour a-t-il rendu les dirigeants africains aveugles au point de ne pas voir le corps de leurs enfants faire de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert? Non. Écoutez-moi bien, nous n'avons jamais été aveugles. Non, nous n'avons jamais été aveugles. Nous avons vu nos terres riches de leurs ressources être exploitées pour enrichir vos économies. Nous avons vu ces accords suivant des liens prétendus d'amitié enfermer nos économies dans de la dépendance économique. Nous avons vu certains de nos dirigeants être encouragés, parfois être écartés, selon qui défiait ou servait un certain ordre établi. Nous avons vu tout ça. Je vois certains dans la salle qui froncent les sourcils, un peu pour me dire « so what ?» Vous avez vu, et alors? Qu'avez-vous fait? Non, ne vous méprenez pas. Non. Bien souvent, nous avons résisté, parfois dans le silence. Si nous avons maintenu tous ces accords, ce n'est pas par aveuglement, mais par nécessité. Si nous avons continué d'entretenir ces liens économiques forts, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le déséquilibre, mais c'est parce que nos économies ont été conçues pour rester interdépendantes. Si certains de nos dirigeants ont joué le jeu de la France-Afrique, ce n'est pas en raison d'un aveuglement amoureux. Ils ont parfois été contraints, parfois ils l'ont fait pour des intérêts personnels. Je vous vois jouer avec les émotions du public. Chacun en jugera ce qu'il voudra. La vraie question, au fond, si l'amour rendait réellement aveugle, pourquoi assistons-nous aujourd'hui
à une remise en cause croissante de la France-Afrique? Je vous le demande. Je profite de mon heure de gloire pour envoyer un message à M. Poutine, qui, dans ses rêves les plus fous, se veut l'amant privilégié de l'Afrique. Il n'y aura jamais de relation Afrique-Russie. Ses mains sont pleines de sang. Mesdames et messieurs, membres du jury, chers invités, Madame la doyenne, je vous remercie de l'accueil que vous accordez aux étudiants étrangers au sein de la faculté. Je profite. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons les yeux grands ouverts. Nous voyons l'avenir avec une clarté nouvelle, prêts à bâtir des relations qui nous respectent, qui nous élèvent, qui nous placent à la hauteur de ce que nous avons toujours été, un peuple fier, digne et souverain. Nous ne tendons plus la main en subordonnés. Nous le tendons en partenaires égaux. Un amour qui exige de l'aveuglement, ce n'est pas un amour, c'est de l'illusion. Et l'Afrique ne croit plus aux illusions. Je vous remercie. Chers candidats, chers jurés, chers publics, avant de conclure cette journée, nous souhaitons premièrement tous vous remercier de votre présence et pour votre participation à la 11e édition du concours d'éloquence Hermès. Sans vous, ce concours ne pourrait pas perdurer et permettre aux étudiants d'explorer le monde de l'éloquence et de nous transporter dans leur univers à travers leur plaidoirie. En parlant de ces étudiants, nous en avons 8 aujourd'hui qui nous ont bouleversés, transportés et convaincus par leurs mots. Ce n'est pas un exercice facile et pourtant, ils l'ont brillamment réussi. Cette demi-finale était d'autant plus difficile avec son format de joute verbale. Les étudiants ont su se surpasser pour réussir à convaincre notre jury. C'est pour toutes ces raisons que nous souhaitons les remercier pour leur participation et surtout leur dire qu'ils peuvent être fiers d'eux, car nous, en tout cas, nous le sommes. Ensuite, qu'est-ce que le concours Hermès sans un jury d'exception? Nous sommes reconnaissants et heureux que Madame Sabat, Monsieur Leduc, Monsieur Legois, Maître Leroy et Madame Amédéi se soient rendus disponibles pour faire partie de notre jury. Nous vous remercions pour votre bienveillance envers les candidats, votre écoute attentive et votre évaluation juste et réfléchie. Grâce à vous, ce concours continue d'offrir une expérience positive aux candidats. N'oublions pas que la réalisation de cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de nos précieux partenaires. Le Centre de formation des apprentis de la région Centre-Val de Loire, les fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, la faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Tours, l'ordre des avocats de Tours, la société Robert Verrier, producteur d'électricité, et la société Gervais de Montlouis-sur-Loire. Nous adressons également nos remerciements à Emmeline Champeau, talentueuse graphiste, qui a généreusement conçu le logo de notre 11e édition. Et nous remercions aussi l'association Tours Éloquence, qui nous a généreusement prêté son pupitre. L'ensemble de l'équipe Hermès remercie Madame Houdin et Madame Sabat, co-directrices du Master 2 Justice, Procès et Procédure, Parcours Conseil et Contentieux, pour leur soutien et leur accompagnement tout au long de ce projet. Merci aussi à Madame Fauqueux, qui nous suit depuis le début. Et enfin, nous remercions la ville de Montlouis-sur-Loire pour son accueil à l'espace Ligéria, un lieu idéal pour célébrer l'éloquence et le talent de nos candidats. L'heure est venue d'annoncer les finalistes de la 11e édition du concours d'éloquence Hermès. Sur le sujet « Le ridicule ne tue pas », le gagnant est Refouvelé Valentine. Sur le sujet « Le monde de demain est-il le même empire ?» le gagnant est Froger Marc. Sur le sujet « Sommes-nous dans une époque où l'on rit ?» le gagnant est Ormilien Louis. Et enfin, sur le sujet « L'amour rend aveugle », le gagnant est Rogues Clara.
Bravo à Clavo Capucine, Mouzali Rania, Malien Bernardo Audrey, Koudité Richard Thomas, qui se sont bien battus, qui se sont investis dans ce concours. Pour vous remercier, nous vous offrons une place au Laser Game de Tours.